Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Martin Cossette. Bienvenue à l'essentiel. Face aux bombardements américains et israéliens qui se poursuivent, l'Iran a choisi son prochain guide suprême. Mojtaba Khamenei succédera à son père, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a été tué lors des premières frappes lancées contre l'Iran il y a un peu plus d'une semaine. Cette décision survient quelques jours seulement après que le président américain Donald Trump eut déclaré qu'il serait un choix inacceptable et malgré les menaces d'Israël de tuer le successeur de l'ayatollah. Une nomination donc qui confirme que les factions les plus dures du régime demeurent solidement au pouvoir à Téhéran. Pendant ce temps, à Washington, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé aujourd'hui que l'objectif principal des frappes américano-israéliennes est de détruire les capacités balistiques de l'Iran. Selon lui, le monde sera plus sûr lorsque cette mission sera accomplie. On peut l'écouter. The goals of this mission are clear, and it's important to continue to remind the American people of why it is that the greatest military in the history of the world is engaged in this operation. It is to destroy the ability of this regime to launch missiles, both by destroying their missiles and their launchers, destroy the factories that make these missiles, and destroy their navy. I think we are all seeing right now the threat that this clerical regime poses to the region and to the world. Pour en discuter, je reçois Michel Fayad, analyste géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient et conseiller du ministre libanais de l'Économie et du Commerce. Monsieur Fayad, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. J'aimerais d'abord entendre votre réaction à cette nomination du fils d'Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, comme guide suprême de l'Iran. Qu'est-ce que ce choix vous dit sur la manière dont le régime réagit aux attaques? Moi, je pense que c'est dans la lignée d'Ali Khamenei, puisque Mojtaba, donc son fils, est celui que son père voulait. C'est également quelqu'un dans la même ligne, donc radical, dur du régime. Vous savez également que même les opposants de Mojtaba Khamenei à l'intérieur du régime voulaient également que Mojtaba Khamenei soit désigné, parce que désormais, il a une cible dans le dos. Et plutôt qu'il y ait des assassinats à l'intérieur même du régime, là, l'idée, c'est que ce soit plutôt les Américains et les Israéliens qui l'éliminent. Déjà, Mojtaba Khamenei a été blessé lors d'une tentative d'assassinat de la part des Américains et des Israéliens. Et donc, ces jours sont probablement comptés. Rappelez-vous qu'après l'assassinat de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, il y a maintenant 1 an et demi, eh bien, son successeur avait également été assassiné quelques jours après. Et donc, très probablement que les Américains et les Israéliens vont chercher à abattre Mojtaba Khamenei. L'administration Trump a donné différentes justifications jusqu'ici à cette guerre. Vous, comment est-ce que vous comprenez la décision des États-Unis, de l'Israël, de frapper l'Iran maintenant et de cette façon? Vous savez, les négociations entre l'Iran et les États-Unis n'étaient en train d'aller nulle part. Parce que d'une part, les Américains demandaient à ce qu'il y ait un démantèlement complet du programme nucléaire iranien, le démantèlement complet du programme de missiles balistiques iranien et également l'arrêt du soutien par l'Iran à ses proxys, le Hachd al-Sha'bi en Irak et le Hezbollah au Liban. De leur côté, les Iraniens n'étaient disposés qu'à discuter d'une seule chose, c'était la réduction du taux d'enrichissement d'uranium pour le programme nucléaire. Donc, vous voyez, c'était deux discussions complètement opposées, complètement parallèles, et il n'était pas possible pour eux de s'entendre. Il faut quand même se rappeler que l'accord sur le nucléaire qui avait été signé en 2015 entre les Iraniens et la communauté internationale, donc ce qu'on a appelé les accords de Vienne, parlait déjà donc de la réduction du taux d'uranium enrichi dans le programme nucléaire iranien, et c'est Donald Trump en 2018 qui s'en était retiré. Mais pourquoi cet accord avait eu lieu? C'est parce qu'à cette époque-là, les Iraniens étaient les alliés de la communauté internationale pour défaire, battre, vaincre Daesh. Or, la période de Daesh est terminée. Et donc, pour Donald Trump, il est impossible de revenir à un accord qu'il avait jugé à l'époque comme le pire accord jamais signé dans l'histoire des États-Unis par un président américain. C'était une attaque qu'il avait faite contre donc Barack Obama, qui avait été le signataire côté américain.
C'est certain, c'est pas la première fois que Donald Trump choisit de frapper l'Iran. Les États-Unis, on le rappelle, avaient déjà rejoint Israël en juin dernier dans cette guerre des 12 jours en bombardant 3 sites nucléaires iraniens importants. Mais contrairement à ce conflit de l'an dernier, la guerre actuelle, elle, s'est transformée en réelle crise régionale. Il y a des frappes de drones iraniens qui ont été signalées à travers le Moyen-Orient. Ankara affirme d'ailleurs que les défenses aériennes de l'OTAN ont abattu aujourd'hui un deuxième missile balistique iranien entré dans son espace aérien. Au Liban, plus d'un demi-million de personnes sont déplacées alors qu'Israël poursuit son offensive contre le Hezbollah. Comment est-ce que vous expliquez cette escalade aussi rapide et aussi importante de ce conflit? Qu'est-ce que ça la laisse présager pour la suite? Eh bien, parce que les Américains et les Israéliens montrent qu'ils veulent renverser le régime, même si Donald Trump change un peu de discours en disant parfois qu'il veut renverser le régime et parfois qu'il veut trouver quelqu'un à l'intérieur du régime avec lequel il peut s'entendre. Mais les Israéliens veulent renverser le régime. Et de toute manière, les deux ont tué Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution, le chef de l'État donc iranien, également le ministre de la Défense, le chef de l'armée, le chef des gardiens de la révolution. Donc tout ça, ce sont des messages qui sont extrêmement clairs contre le régime. Et donc le régime utilise toute forme d'armes qui sont à sa disposition pour faire mal aux États-Unis et à Israël. Et comment faire mal aux États-Unis et à Israël? D'une part, en engageant donc les proxys, le Hezbollah contre Israël, les Hachecharbi en Irak contre les bases américaines, contre la plus grande ambassade des États-Unis au monde qui se trouve à Bagdad, et également donc utiliser le fait de frapper les pays arabes du Golfe, puisque les pays arabes du Golfe sont des alliés des Américains, et les Iraniens espèrent qu'en faisant cela, les Arabes demanderaient aux Américains d'arrêter cette guerre. Je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne stratégie, mais c'est ce que pensent les Iraniens. Et dans le cas où les Arabes ne feraient pas ça, les Iraniens souhaitent continuer à frapper, comme vous le disiez, toutes les infrastructures importantes, énergétiques, donc pour faire du mal à l'Europe, aux États-Unis et aux Arabes, bien sûr, et à la communauté internationale en faisant voler le prix donc, du pétrole et du gaz. Mais également, vous savez que 33% des engrais passent par le détroit d'Ormuz. Vous parliez de la Turquie. Vous savez qu'il y a un pipeline qui passe donc de Bakou en Azerbaïdjan via Tbilissi en Géorgie pour arriver à Ceyhan en Turquie. Et ce pipeline transporte 1 million de barils de pétrole par jour vers l'Europe. Il y a également les Houthis qui sont capables de faire deux choses: frapper le pipeline qui passe par le canal de Suez, qui transporte 2,5 millions de barils de pétrole par jour vers l'Europe, et également paralyser l'ensemble de la production pétrolière de l'Arabie saoudite. À cela, il faut ajouter le fait que les Iraniens sont capables de frapper sur toutes les unités pour retirer le sel, dessalement, donc pour l'eau au Qatar, au Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, et donc mettre à genoux ces pays. Ils ont déjà montré leur intention en frappant ce matin même sur le Bahreïn sur son unité de dessalement. Et donc, ils vont continuer aussi à frapper les bases américaines présentes dans cette région, puisque Donald Trump n'est pas tellement satisfait, bien sûr, de voir des soldats américains mourir vis-à-vis de ses promesses électorales. Donc, les Iraniens ont des armes entre leurs mains pour faire mal aux États-Unis. Maintenant, les Américains, eux, et les Israéliens souhaitent aller vite. Et ils ont raison, parce que aller vite permettrait de faire chuter cette République islamique d'Iran. Donc, il y a d'un côté les Américains et les Israéliens qui souhaitent aller rapidement pour faire réellement chuter la République islamique d'Iran. De l'autre côté, l'Iran qui essaye de faire durer les choses au maximum pour créer des problèmes à l'international et rendre cette campagne contre lui un échec. Oui, justement, là-dedans, maintenant, le Canada et ses alliés doivent trouver une façon de répondre et de composer avec, évidemment, toute cette incertitude. La fin du conflit demeure, évidemment, très incertaine. Qu'est-ce que, selon vous, Donald Trump et son administration, à ce point-ci, pourraient considérer comme un succès dans cette guerre? Moi, je pense que les succès pour Donald Trump, ça serait vraiment complètement détruire le programme nucléaire iranien, mais aussi détruire toutes les usines de missiles balistiques, tous les lanceurs de missiles, et également finir du Hezbollah au Liban et des Hachecharbi en Irak. C'est un vaste programme, comme vous voyez, donc ça me paraît vraiment
assez dur à mener, mais bon, les Iraniens, les Américains, les Israéliens sont en train d'aller très rapidement dans cette guerre. Donc les choses sont possibles si les choses restent à cette intensité. Donc, comme vous le disiez, maintenant, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines heures, les prochains jours, parce que c'est vraiment la durée qui nous le dira. Michel Fayad, on va devoir s'arrêter là-dessus. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci Bien à vous. apprécié. Merci.